Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Matcha & Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette deuxième vidéo avec mon amie Maeva. Hello. Et aujourd'hui, on va traiter des différents styles d'attachement dans les relations, en amitié et en amour. Yeah. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu, qu'on sache un petit peu plus qui tu es? Eh bien, je m'appelle Maeva, je suis journaliste, en presse écrite. Et que dire de plus sur moi? Pas grand-chose. Avec Léa, on s'est connus à l'école De journalisme. de journalisme. Et voilà, que dire. J'ai 25 ans, peut-être que ça peut aider les gens. Et je suis cancer, rien à voir. Non, signe astrologique. Toi, tu as déjà participé à un podcast? Ouais, j'ai déjà participé du coup à un podcast. C'était avec Ticia Deschanel. C'est trop cool comme expérience. C'était dans un studio, je sais plus où, dans Paris, mais c'était trop chouette. On était 3 et 4 avec Ticia et ça parlait des relations à distance. Ça permet de rencontrer des filles qui ont à peu près le même âge que toi, qui ont vécu des expériences similaires ou pas. Et de se nourrir un peu, tu vois, des expériences de chacune. Enfin, c'était trop chouette. Premièrement, on va préparer le matcha parce qu'on a soif. On a soif. Trop besoin. Et on a envie de boire le matcha. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que la dernière fois, j'avais pas donné les marques, mais bon, là, il y en a 2, donc je vais les donner. Ah ouais. J'ai là, jamais goûté les 2 en vrai. Alors là, c'est dans une boîte Palais d'été, parce que c'est ma prothésiste ongulaire qui m'en a donné, mais c'est pas la marque Palais d'été, c'est la marque Milia Matcha. Ah bah j'ai trop envie de tester celui-là. Et il est à la vanille, il me Parce semble. que je suis Andy vraiment... sur les réseaux et du coup j'ai trop envie de... Oh my god, en plus je voulais du sirop de vanille. Donc, ils sont vraiment super bons, donc je t'en mets. Est-ce que tu as déjà préparé un matcha à la maison? Oui. Toi, t'es plutôt une adepte de matcha. Oui, franchement, j'en bois tous les jours. Mais ça dépend. Après, là, en ce moment, avec le travail, c'est plus du café, je t'avoue, parce que j'ai l'impression que le matcha me réveille pas assez. Mais ça tombe dans un cercle vicieux, donc faut que je revienne au matcha, parce que le café, c'est pas bon. Voilà. On promeut pas le café ici. Alors, No coffee, non, only matcha. Only matcha. Bon, bah écoute, je te laisse mettre... toi, tu connais, donc je vais pas t'expliquer, mais je peux peut-être réexpliquer vite fait pour ceux qui connaissent pas la préparation. Elle est huge, là. Attends, wow. Donc d'abord, on met la poudre de matcha, comme ceci, avec cette petite cuillère, vous voyez. Moi, je mets pas trop. On met une petite poudre comme ça. Ensuite, on met un fond d'eau. Trop cool. Bon, bah à mon tour de fouetter le matcha. Ça sent trop bon, ils sont trop bon la vanille. Moi, j'ai pris le Anataï comme d'habitude, mais je goûte. Mais t'avais goûté celui-là, du coup, le Milia? Bah pas encore, je vais goûter dans le tien. Ah, j'adore. Milia Matcha, pour vous expliquer, du coup, c'est une influenceuse qui a créé sa marque de matcha et qui va faire un pop-up d'ailleurs à Paris en septembre. On a fait un en Corée aussi cet été. Bon, j'ai pas mon lait de coco habituel, j'ai dû prendre amande sans sucre, mais voilà, on va faire avec. Je vais siroter pendant que je parle de mes traumas. Bah c'est ça. Le concept ici, c'est tu bois un matcha, tu parles de tes traumas. On peut faire un petit slogan comme ça. Voilà, ça arrive en plus. Avant d'arriver dans le vif du sujet, faut savoir que du coup Maëva et moi on s'est rencontrés à l'école et j'ai dû écrire un autoportrait sur elle et elle a dû écrire un autoportrait sur moi et c'est comme ça qu'on s'est un petit peu rencontrés et qu'on a un peu plus creusé sur nos vies. Et tu m'avais donc raconté que l'histoire de ton nom de famille et de tes origines. Ah oui, oh là, parce que je suis d'origine tunisienne, comme ça se voit. Pas du tout. Oui, parce que moi, mon nom de famille, c'est Chirouda. Et en gros, en fait, mon papy, qui était d'origine tunisienne, que je n'ai pas connu, qui est décédé avant que je sois née, en fait, il est arrivé en France à l'âge de ses 15 ans. Et du coup, après, il est arrivé jusqu'en Normandie. Ne me demandez pas comment c'est possible. Mais ouais, voilà, du coup, j'ai un peu une histoire comme ça avec la Tunisie. Et puis c'est mes origines et ça me tient grave à cœur, enfin, c'est une partie de mon identité et tout, donc c'est trop cool. Et donc un mix entre la Tunisie et la Normandie, voilà, comme on n'en fait plus. Et ton nom de famille, pour la petite histoire du coup, oui, il n'y avait pas de i dans ton nom de famille. Voilà, il n'y avait pas de i dans mon nom de famille et du coup ça faisait Chrouda. Et en fait c'est à la préfecture, quand mon papy est arrivé en France, ils se sont trompés et ils ont rajouté un i. Bon, trompé, je sais pas, peut-être... Petit racisme, tu vois, ils voulaient pas trop que ça sonne genre arabe. Mais voilà, donc trop marrant, puisque j'aurais jamais dû m'appeler Chirouda de base. Petite apparition du colocataire, qui déménage d'ailleurs. Abonnez-vous. Surtout Dans ton autoportrait, on avait parlé un peu de ton rapport à l'exil, parce que ton papa, du coup, voyage beaucoup depuis que t'es petite. Et donc toi aussi, t'as beaucoup voyagé. Oui. Ça, c'est une chance en vrai quand même, parce que tu vois...
Mais c'est intéressant que tu en parles parce que du coup ça a beaucoup influencé mes relations et ton style d'attachement. Et mon style d'attachement. Mais oui, du coup j'ai beaucoup voyagé, j'ai commencé par vivre à Madagascar. Enfin, je suis née en Normandie parce que ma mère a voulu accoucher en France quand même, mais ils habitaient déjà à Madagascar depuis quelques temps. Donc en fait j'ai fait mes 4 premières années de vie là-bas, quoi. Donc j'ai pas du tout connu la France au début. Ensuite, après, mon père a été muté au Maroc, donc j'ai vécu au Maroc pendant 2 ans. Et ensuite, divorce entre mes parents, parce que voilà, les choses de la vie font que les parents se séparent. Et du coup, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé et ça a pas mal influencé même mes amitiés, tu vois, on peut en parler, parce que du coup, j'ai pas d'amis d'enfance. Enfin, franchement, les amis les plus vieux que j'ai, c'est de la primaire, mais je leur parle pas. Enfin, je peux voir de nom qui c'est et tout, mais voilà, enfin, c'est pas des amis proches du tout. J'ai pas de maison d'enfance non plus. Mais d'un côté, ça a été grave une chance. Enfin, tu vois, je suis grave reconnaissante d'avoir vécu tout ça. Parce que je pense que je serais pas qui je suis aujourd'hui en termes de personnalité, d'ouverture d'esprit, même au niveau intelligence émotionnelle et tout, tu vois. Enfin, c'est hyper important, je trouve, de voir des choses, de voir des gens différents. Donc c'est grave une chance maintenant et je regrette absolument pas le train de vie que j'ai eu et c'est trop cool. Mais maintenant, je tends à plus de stabilité. Normal. J'ai envie d'avoir mon chez moi, genre je sais pas, j'ai envie d'avoir une baraque à la campagne, tu vois, genre j'ai envie de... Je sais pas, d'avoir le mec, d'avoir le chien, enfin tu vois, genre vraiment... Oui. Alors que pourtant, les gens ils disent, non, quand t'as voyagé toute ta vie, t'as envie de bouger. Oui, mais j'ai envie d'avoir le luxe aussi d'avoir une stabilité, tu vois, parce que je trouve que c'est aussi une chance d'avoir une stabilité, tu vois, d'un côté, genre... et ça n'empêche pas de casser la routine pour moi, tu vois, enfin tu peux quand même faire des dingueries, voyager, enfin tu vois, c'est pas... Voilà quoi. Mais, tout en ayant une stabilité. Tout en ayant une stabilité, en fait il me faut un pied-à-terre, genre c'est ce qui me rassure. Jamais demain je pars en backpacking comme ça, en mode je lâche mon appart et tout, enfin je pourrais pas, genre ça me trigger, genre tu vois, j'étais en mode en fait j'ai plus rien quoi, tu vois. Donc voilà, ma vie. Et vous Ma vie, et vous Du coup dans cette vidéo on va pas mal aborder du coup les styles d'attachement. Donc j'ai préparé des petites notes, je vais regarder sur mon petit PC pour vous parler un petit peu de ce sujet-là. Il y aura pas mal de ressources en bio aussi sur ce thème-là. Mais du coup la théorie de l'attachement, donc ça a été théorisé par un psychiatre et psychanalyste britannique qui s'appelle John Bowley. Bowley, je vous montrerai son blaze. Et il explique que du coup, le lien précoce entre un enfant et un parent dès l'enfance va conditionner son développement émotionnel, social et cognitif. Et donc va conditionner un peu toutes ces manières tous ces rapports aux autres finalement. Donc il y a 4 styles principaux qui sont déterminés, sachant qu'on n'est pas forcément qu'un style, on peut aussi parfois en être un, puis osciller sur un autre, ça dépend. Mais du coup, dans les 4 styles principaux qui sont définis par cette littérature scientifique-là, on a l'attachement sécure. Donc c'est l'enfant qui a reçu une attention stable et réconfortante de ses parents. Quand il a exprimé un besoin, ce besoin-là a été... complet, donné. Ce besoin a été comblé correctement. Et du coup, il a pu développer une confiance en soi et en les autres, avoir une bonne régulation donc, de ses émotions et une capacité à nouer des relations saines. Donc ça, c'est l'attachement sécure. Voilà. Ensuite, il y a l'attachement évitant. L'attachement évitant, donc c'est quand on a un petit peu des parents distants émotionnellement, pas forcément sensibles à ses besoins affectifs. Et donc, on va avoir une tendance à minimiser ses besoins, tendre vers l'autonomie, c'est-à-dire pas forcément demander de l'aide quand on en a besoin. Ouais, l'hyper-indépendance, quoi. Exactement. L'hyper-indépendance, ça, on se sait, on l'a un petit peu toutes les deux. La difficulté, donc, à avoir des relations, à nouer des relations. Ouais. L'hypervigilance aussi, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans nos relations quand on a un attachement évitant. Le troisième type d'attachement, c'est un attachement qui s'appelle anxieux. C'est quand on a eu un peu des parents imprévisibles, absents, et qu'on du coup, là, au lieu d'être dans la fuite et l'hyper-indépendance, on va faire l'extrême inverse. On va être dans la grande dépendance affective. On va avoir une énorme peur de l'abandon et on peut aussi avoir de l'hypervigilance. Donc en fait, l'attachement anxieux et évitant, c'est assez marrant parce que on peut être une même personne avec les mêmes traumas, mais dans une relation être un temps anxieux et un temps dans l'autre un temps évitant. On peut osciller même dans une même relation dans ces 2 types d'attachement. Et enfin, il y a du coup le dernier type d'attachement qui est l'attachement désorganisé, qui lui justement va osciller entre anxieux et évitant. Et ce type d'attachement désorganisé, c'est notamment quand on a subi de la maltraitance, des traumatismes par ses parents et de l'insécurité. Donc tout ce qui peut être, tout ce qu'on peut connaître avec de la maltraitance. Et aussi, ça développe une vulnérabilité psychique du coup.
Voilà. Ouais, non, c'est lourd ça quand même. Donc voilà pour tous les types d'attachement. Je savais pas qu'il y en avait autant. Il y en a 4 Ah ouais. par la littérature scientifique. Ok. Et l'idée, c'est que je vous mettrai des références. Il y a pas mal de documentaires qui parlent de ça, notamment un documentaire Arte qui parle de ces différents types d'attachements. Et ce qui est chouette, c'est qu'on n'est pas forcément conditionné à avoir le même toute sa vie. Oui, ça peut évoluer. Parce que, ouais, ok, je vois. On peut un jour devenir sécure dans ses relations. Et qu'il y a un truc un jour qui se déclenche. Voilà. Et, ouais, voilà. Grâce à une psychothérapie, si on a conscience aussi de ces schémas, c'est classique. Si on a conscience qu'on est d'une telle manière, il faut faire un travail sur soi. Mais voilà, en gros, c'est un peu cette théorie psychologique-là que notre enfance va conditionner nos rapports avec ça, les c'est autres. chaud. Hein. Franchement, c'est un truc qui me fait un peu flipper, parce que moi, je veux des enfants. Et je me dis, mais en fait, l'éducation, c'est tellement important. On se rend pas compte, je pense, de la charge qu'on va avoir en tant que parents ou que nos parents ont eu. Je pense que tu as un style d'attachement en particulier. Parmi ceux que tu as cités, je sais pas si je pourrais trop m'identifier parmi un. Tu m'as dit, il y a anxieux, c'est ça, désorganisé, évitant, c'est ça? Évitant. Et c'était quoi le 4e déjà? Je suis une mauvaise élève. Sécure. Sécure. C'est quoi déjà sécure un peu? Sécure, c'est en fait quand tu arrives à nouer des relations qui sont... Ah oui, non, laisse tomber. Ok, c'est la personne qui est saine d'esprit. La personne qui est saine d'esprit, ce n'est pas nous. Je pense que dans mes premières relations amoureuses, dans ma première relation amoureuse, du coup, parce que moi je me suis mis en couple quand j'avais 18 ans, je pense que j'avais un attachement anxieux parce que c'était la première relation et que du coup, c'est la première fois que t'as vraiment un copain, enfin tu vois, j'ai déjà eu des petites relations et tout, mais vraiment un copain et tout. Avant mes 18 ans, j'avais pas vraiment, enfin tu vois, vraiment les relations où tu t'investis avec la personne et tout. Donc, mais je pense que oui, je faisais beaucoup de dépendance affective avec lui au début. Et comme on était jeunes tous les deux, c'était pas un bon cocktail parce qu'on n'avait pas les outils. Enfin, lui, il avait 0 outil pour me rassurer ou quoi. Enfin, en plus, on était en relation à distance, alors j'explique même pas le truc. Et ça, tu peux expliquer un petit peu, du coup, ce que tu avais raconté dans le podcast de Titia c'est ça. Du coup, c'est un mec que j'ai rencontré donc, en Tunisie via une pote amie d'amis, quoi. Et du coup, en gros, on s'était ajouté sur les réseaux, je pense, en juin, après que j'ai eu mon bac, donc c'était la même année, donc 2017-2018. Et puis je l'ai rencontré après qu'en octobre donc, de cette même année, parce que moi j'habitais à Lille. C'était comment de gérer les relations à distance? En vrai, c'était super difficile parce que déjà je suis jeune, je commence mes études, c'est la première fois que je suis en couple, donc je suis un peu en mode je suis perdue, tu vois. Je suis loin de ma famille, mon père pareil, enfin tu vois, du coup c'était... Heureusement que j'ai réussi à avoir un socle d'amis très solide rapidement, puisque ça m'a beaucoup aidée. Mais en vrai, après, je me rendais pas trop compte parce que j'étais tellement à fond dans la relation que du coup, j'étais grave contente de faire mes petits allers-retours en Tunisie, genre 4-5 fois par an, tu vois, sur ma semaine de pause à la fac, on avait qu'une semaine de pause. Et donc, du coup, ça va, je le gérais plutôt bien. Par contre, au bout de 3 ans, on s'est séparés parce que du coup, lui, il supportait plus la distance. Et ça, par contre, c'était une rupture qui a été très, très, très difficile pour moi parce que justement, en fait, c'est déjà que moi je vois pas ma famille parce que mon père habite carrément à l'étranger, là pareil mon mec du coup il rompt avec moi un peu pour la même raison de se dire on se voit pas, tu vois, assez. Et ça m'a fait tellement mal au cœur, enfin vraiment je me suis dit mais c'est horrible de se quitter alors que t'aimes encore la personne, tu vois. Donc ça a été très difficile à vivre, on s'est séparés pendant 2-3 mois quand même. Et après il a appris qu'il venait en France pour ses études, pour son master. Donc du coup là on s'est remis ensemble forcément parce que il y avait encore des sentiments. Et donc on s'est remis ensemble pendant 2 ans. Et là on s'est séparés ça va faire un petit bout de temps déjà là. Donc, 2 ans, non? Ouais, à peu près. Est-ce que tu peux expliquer un peu le déclic que tu as eu pour te séparer de lui, parce que c'était une relation qui te faisait quand même de la peine? La première relation, quand on s'est séparés à cause de la distance, je l'ai très mal vécue. Mais alors je pense que ça a été une douleur incommensurable. Enfin, j'ai perdu 10 kilos, genre vraiment c'est le truc, mes parents ils me reconnaissaient plus. C'était très difficile pour moi. Parce que en fait, c'est une décision où tu te sens abandonnée. Moi, clairement, je me suis sentie abandonnée, complètement lâchée. Enfin, tu te sens comme une merde, quoi. Alors que t'aimes encore la personne. Est-ce que tu penses que cette sensation d'abandon, elle était liée au fait que du coup, t'avais pas forcément de socle comme tu disais parce que dans je me dis, l'enfance? en plus, je me sépare par un mec qui en plus est à distance, alors que moi, ce que je voulais, c'était construire une stabilité. Tu vois, et là, je suis encore dans des bails de c'est un mec à l'étranger, enfin, Maë, t'as vécu toute ta vie à l'étranger, juste pose-toi, quoi, tu vois, enfin, c'était chiant, quoi, juste je me sentais frustrée, et puis j'étais amoureuse, quoi, tu vois, genre, donc je me disais, et lui aussi, il avait tellement de peine, enfin, ça faisait mal au cœur, mais tu vois, pendant ces 3 ans-là, c'était un peu la lune de miel, il n'y avait pas forcément de point noir sur le tableau ou quoi, donc ça se passait bien, d'autant plus que du coup, c'était là où c'était douloureux.
Après, moi, ce que j'ai fait, et c'est là où je suis fière de moi parce que c'est pas simple, c'est que j'ai fait un travail thérapeutique pendant 2 ans, du coup, suite à cette rupture. On applaudit. Et vraiment avec une psychologue à Lille qui est incroyable, une psychothérapeute. Donc j'ai fait une thérapie cognitive et comportementale, donc TCC, qui aide, parce que du coup j'ai des crises d'anxiété qui se sont déclenchées et tout, donc qui aide à gérer les crises d'anxiété et puis essayer d'adopter un comportement alternatif en fait, et pas réagir sous le coup de l'impulsivité. Parce que moi c'était ça, j'étais vachement taureau, genre je fonçais, tu vois, en Taureau. mode... Et je suis cancer. Alors qu'elle est cancer. Mais genre en fait je réfléchissais pas et j'étais juste en mode là c'est la catastrophe, tu vois, genre ça va. Bref, et du coup pendant 2 ans elle m'a aidée à te poser quoi. Réguler mieux tes émotions voilà. en fait. Voilà, après je suis passée par le fait de prendre aussi des anxiolytiques, faut le dire, parce que ça m'a aidée pendant 1 an et demi, voilà. Et j'ai arrêté après toute seule et là j'en prends plus depuis 3 ans quoi, tu vois, et ça va. Enfin genre je suis bien et ça m'a grave aidée dans une période de ma vie. Ça a régulé tes émotions. Ouais. Voilà, j'attendais pas que ce soit lui, même quand on s'est remis ensemble, qui m'aide à me relever de cette histoire quoi. Et ça c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent quand on va mal, quand on a des traumas non réglés, notamment que ce soit dans l'enfance ou quand on se sent pas très bien, souvent la solution c'est de se dire je vais noyer ma peine dans une relation d'amour. Oh ouais non. Et la personne va me soigner. Moi c'est vrai que j'ai un petit peu fait ça aussi dans ma jeunesse. Toi c'était plus à comment dire, à essayer de avec la personne de te soigner, tu vois. Bah, je pense que non. Je pense que quand tu vas pas bien, entre guillemets, tu vas tellement fuir tes problèmes que te mettre dans une relation avec quelqu'un, c'est une manière d'oublier, de t'oublier un peu, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est mauvais parce que... Ah ouais, moi, ouais, c'est marrant parce que j'ai pas du tout ressenti ça, moi. Bah, je sais pas mais si, c'est un différent style, en fait. Je sais pas si c'était conscient de ma part, Okay. mais maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'être bien tout seul, d'être bien tout seul bah ouais. et de pas courir après les relations pour absolument essayer de combler un vide. En fait, le vide, il faut l'embrasser. C'est pour ça que tu vois, cette séparation, donc là, quand on s'est remis en couple pendant 2 ans, ça fait une super bonne transition du coup ce que tu dis, parce que donc j'ai appris des histoires de tromperie au bout de 2 ans quand on habitait ensemble en France. Parce que mes études supérieures m'ont beaucoup aidé aussi à prendre en maturité, donc c'est pour ça que quand je suis arrivée en master en école de journalisme, j'ai vite mis le stop parce que je suis arrivée à un point où j'étais un peu en mode ok, bah là my frontal lobe is developed, tu vois, genre vraiment, enfin, t'as plus 18 ans quoi, genre oui. En fait, tu vois. Et bref, et du coup, bah, donc on habitait ensemble, donc la séparation était beaucoup plus simple pour moi. C'est moi qui lui ai dit de partir de chez moi, enfin, ça fait beaucoup de peine par contre, tu vois, parce que c'est difficile à faire en vrai. Et si la Maëva d'il y a 3 ans avait su, enfin c'était plus de 3 ans maintenant, mais qu'elle allait faire ça, je me serais jamais cru. Jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir le virer de chez moi, ou enfin... Et ça s'est pas mal terminé, attention, hein, mais genre... Enfin, si, c'est mal terminé, parce qu'on se parle plus, et voilà. Mais dans le sens où il est parti, il a pris ses affaires, mais c'était pas genre je l'ai mis à la porte, je l'étais, drama, quoi, tu vois. Genre, ça s'est fait progressivement en mode, bon bah là, juste, c'est fini, quoi, tu vois. Mais... Oui, et t'as eu le courage de le faire et de lui dire. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça et de mettre un terme à une relation, donc tu peux être alors que pourtant, j'étais dans un style d'attachement anxieux et que je faisais beaucoup de dépendance affective avec lui. Donc vraiment, j'en demandais beaucoup, j'avais besoin de beaucoup être rassurée. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui a eu ce type d'attachement de se séparer de la personne. Genre, je pense que c'est le pire truc. Quand on est dépendant affectif, c'est horrible, on peut pas quitter la personne parce que. Et quand quand je l'ai quitté, ça faisait déjà au moins 2 ans que pour moi la relation elle était terminée dans ma tête, tu vois. C'est ça. Voilà, mais je suis restée parce que par attachement, en mode, tu connais la personne depuis genre de longtemps, tu vois, donc tu restes. Mais j'ai eu aucun mal à me séparer de lui dans le sens où j'ai pas vraiment pleuré. Alors, c'est horrible, mais comparé à Oui, parce qu'en fait, comme tu dis, t'avais déjà fait le deuil de la relation. J'avais déjà fait le deuil, et puis j'étais plus amoureuse, puis il y avait de la trahison, et... T'arrivais juste pas à mettre un terme, à poser tes limites, parce que t'étais pas en capacité de le faire avant. Alors que, voilà, c'est ça. Donc, et ça a été très difficile, et c'est pour ça que maintenant, ça a beaucoup changé ma personnalité dans les relations que j'ai, et que je pense que maintenant, j'ai changé de style d'attachement, comme tu dis. Genre, tu vois, en fait, ça a switché, genre j'ai plus du tout de style d'attachement anxieux maintenant parce que t'es plus dépendante affective, tu dis. Non, parce que je suis bien avec moi-même et que je me dis que je me suffis à moi-même, tu vois, genre en fait on applaudit. Voilà, genre je m'apprécie quand même, je sais ce que je vaux. Cœur sur toi. Et je suis épanouie, tu vois, avec mes amis, j'ai des super potes, je suis épanouie dans mon travail, ma famille, ça se passe bien, enfin tu vois, genre du coup je suis en mode j'ai tout ce qu'il faut, tous les bons outils pour aller dans la vie. Donc pourquoi ça serait un mec là qui changerait mon quotidien? Enfin tu vois ce que je veux dire, genre c'est... Mais et pourtant
Et pourtant, Et pourtant, she's in a relationship. Non, Engaged non, now. elle est pas engaged. En plus, tu vas regarder la vidéo. Je lui ai dit que je venais faire là cet après. Parler de lui. Voilà. Non, mais du coup, je me suis t'as mise rencontré en... quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà depuis longtemps, mais que voilà, on s'est rencontrés donc il y a 1 an, on s'est vus pour la première fois. Et en vrai, je savais que ça allait direct clic parce qu'on a la même personnalité, tu vois, on est grave bon délire tous les deux, on rigole. Enfin là, mon regard s'illumine quand je parle de lui, on voit la différence. Tu vois. Mais oui. Les cœurs dans les yeux, on va mettre un effet cœur dans les yeux comme ça. Vraiment. Bip, bip, bip. Mais et je suis beaucoup mieux dans la relation parce que bon déjà c'est quelqu'un de mature et que je sais pas en fait bon le début était un peu compliqué et d'ailleurs j'en ai parlé avec lui hier, je lui ai dit mais tu savais que avant toi et moi on était en situationship. Ah, parlons de la situationship. Et il m'a dit qu'il connaissait pas ce mot mais Il connaît pas ce mot. ouais. Bon, on va lui expliquer la définition. C'est quoi la définition? On a demandé une petite définition à notre ami Chat. Voilà. Comme ça sera sans doute plus structuré que moi. Mais bon. Donc, une situationship désigne une relation floue qui ressemble à une relation amoureuse, mais sans engagement clair ni définition précise. C'est plus qu'une simple amitié, mais pas vraiment une relation de couple officielle. Les personnes impliquées peuvent partager de l'intimité, passer beaucoup de temps ensemble sans se mettre d'étiquette. C'est un peu une zone grise. Et ça peut être voulu quand on n'a pas envie de s'engager. Voilà. Donc c'était un peu notre cas tous les deux, je pense, Oui. au début, parce que quand tu sors de relations chaotiques, dans tous les cas, t'as peur, juste, en fait, tu vois. Et du coup, j'étais un peu en mode, ah non, je crois pas à ce truc de right person, wrong time. En mode bonne personne, mauvais timing, quoi. Moi, j'étais en mode, non, la flemme. Franchement, genre, le timing, on va le créer, c'est pas grave, tu vois. On va le créer. Forceuse. Non, mais bon, enfin, voilà. Du coup, on a eu un peu des phases aussi, peut-être, et j'avoue un peu ma toxicité sur ça, où moi, du coup, je reproduisais des schémas que j'avais connus dans mon ancienne relation, où j'étais un peu en mode, bon, bah, tu veux pas t'engager maintenant, bah, vas-y, c'est mort, tu vois, genre, c'est mort et je laisse pas le temps à la personne. Donc ça, j'ai reconnu mes torts sur ça. Après, voilà, tu vois, chacun avait ses traumas et c'est difficile, en vrai, comment dire, quand t'arrives à un certain âge, à 25 ans, du coup, et que l'autre personne, pareil, elle est entre 25 et 30 ans, bah, en fait, juste, t'as des bagages, tu vois, de ta vie, c'est passé beaucoup de choses, en vrai, tu vois, et je pense que c'est juste accepter de te dire... se replonger dans une relation, c'est se replonger dans de la vulnérabilité, dans le fait de devoir se confier, dans le fait de devoir montrer qui tu es vraiment, et ça peut faire super peur. Et juste de donner de la confiance en l'autre. Et moi, c'était ça. Je me suis dit, mais comment je vais faire confiance à quelqu'un, tu vois. Alors que vraiment. tu t'étais fait trahir, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois, c'était horrible. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, de toute façon, je fais confiance à la personne dans tous les cas. Et je sais que, bon, les bails d'univers et tout, moi j'y crois un peu. Et je me dis que dans tous les cas, tout se sait. Et que si la personne, elle n'est pas faite pour toi, bah c'est pas grave, tu vas le savoir au bout d'un moment. Comme moi, là, je me suis séparée. Et que, voilà, tu vois, ça a été au bon moment, cette séparation, en fait, tu vois. Parce que ça a permis plein de choses. Ça s'est pas mal fait non plus. Enfin, j'ai pas souffert. Donc en fait, je me dis que c'était le meilleur des deux mondes. Et voilà. Oui, quoi. t'étais prête, c'était le bon J'étais timing. prête, voilà. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, bah voilà, après on s'est posés tous les deux, on s'est vus pendant plusieurs mois, c'était compliqué parce que pour moi, il n'y avait pas d'étiquette tout de suite. Et je suis un peu control freak, donc moi, il fallait. Et au final, après, c'est en passant des moments plus spontanés ensemble, tu vois. Comment ça a fait? Parce que du coup, moi, j'ai beaucoup entendu parler de cette histoire et je sais que du coup, la personne avec qui tu es avait un peu une peur de l'engagement. Moi aussi, c'est quelque chose que je peux avoir. Comment il a réussi à faire pour... Ça, faudrait lui demander. Bon, on va Non, l'inviter mais je pense que... pour réussir, parce que là, du coup, vous êtes officiellement en couple. Ouais. Ben, on est officiellement en couple et en fait, je pense que c'est juste que... Enfin... Quand t'as vécu des relations où tu pouvais pas être toi-même, peut-être que, tu vois, genre, moi je sais qu'il m'avait juste dit que des fois il avait peur de pas réussir avec lui-même avec moi, et c'est en montrant un peu moi ma vraie personnalité à Donf, en passant des moments très spontanés ensemble, parce que je suis partie habiter 3 mois dans la ville où il habite pour un contrat journalistique. Et du coup, on a passé plus de moments spontanés ou avec sa famille, et puis ben moi c'était ah bah t'es libre ce soir, vas-y viens. Et en fait, je pense que c'est juste le fait de m'inclure dans son quotidien petit à petit. Il s'est rendu compte que c'était Il s'est rendu compte qu'en fait c'est possible de se remettre en couple et que c'est pas juste un engagement de C'est pas juste- ah elle va passer le week-end chez moi, oh C'est my god chiant. comment je gère le truc. Oui. Là c'était vraiment des petits moments de vie spontanée, la vie du Oui, puis il quotidien. faut le dire, t'es quand même une personne super cool. Donc en vrai, c'est j'ai un pas peu peur. normal qu'il ait eu envie de rester avec toi. Oui, puis tu vois, je pense qu'il a vu qu'il pouvait être à l'aise et se sentir à l'aise, que j'étais pas non plus. Malgré que tu vois que j'ai eu un style d'attachement anxieux et tout dans le passé, il le savait pas, puisque ben, je le faisais plus ressentir. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'était compliqué pour moi quand il n'y avait pas d'étiquette, parce que tu te dis, bah merde, en fait, où est-ce Oui, que parce je que me toi, situe. t'as eu quand même eu du mal à gérer ça, ce Oui. flou, c'était très dur pour Ah bah toi. oui, parce que du coup, pour moi, t'as le cul entre deux chaises, en fait, tu vois, t'es en mode, mais du coup, est-ce que je peux voir d'autres personnes? Mais est-ce que non? D'un côté, t'as pas envie de voir d'autres personnes parce que
t'es un peu en sang sur l'autre, tu vois, faut le dire. C'est un peu genre, enfin, pour moi, c'était vraiment genre, et je pense qu'il a jamais entendu des trucs comme ça sur lui, tu vois, mais c'était vraiment, je me vois avec lui ou personne d'autre. Enfin, tu vois, dans ma tête, c'était sûr, quoi. C'était vraiment, je sais que c'est lui. En plus, on se connaissait depuis quand même pas mal de temps, tu vois, c'était pas un inconnu. Un inconnu, je pense que j'aurais eu du mal. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des personnes, du coup, qui sont dépendants affectifs et qui ont, du coup, enfin, qui ont eu un peu le même style d'attachement que Mais toi? je pense que moi, ce qui m'a sauvée de ça, je pense que c'est le fait d'avoir beaucoup de confiance en moi. Tu vois, d'être sûre de qui je suis, dans le sens où d'avoir des bases solides, mais c'est dur parce que c'est pas pour tout le monde, tu vois, mais c'est déjà d'avoir fait la thérapie. Du coup, ça m'a grave aidé, genre il y a 3 ans. Et ouais, d'avoir. En fait, c'est la confiance en soi, c'est-à-dire que si t'es sûr sur tes appuis dans tous les aspects de ta vie, que t'es bien avec toi-même, donc dans ton travail, avec tes amis, que t'as des amis qui sont là pour toi, et voilà, ta famille, ou pas, enfin, si vous n'entendez pas avec votre famille, c'est pas grave, mais c'est plus si t'es bien tout seul avec toi-même, la personne qui va se rajouter à toi, si elle n'est plus là, ça va pas te faire un vide. Parce que t'es en mode, ça va être du plus. Et en vrai, on le dit souvent, ça, être en couple, c'est un plus. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire que, tu vois, enfin... Oui, en fait, si toute ta vie repose sur le fait C'est pas possible. que ton seul équilibre dans ta vie et ton seul bonheur, c'est ton couple. C'est pas possible. Et puis la personne en face, elle va le ressentir. Elle va se dire, mais en fait, sans elle, Enfin, si je suis pas avec elle, elle est rien. Enfin, c'est bizarre. Et là, pour moi, ça fait subir une pression aussi. Tu vois, pour l'autre personne, de se dire, elle a pas de vie, quoi, à côté de moi. Enfin, tu vois. Donc, et comment t'as fait pour développer cette confiance en toi? Je pense que c'est déjà le fait de m'être séparée de mon ex, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai repris beaucoup de travail sur moi et de regagner de la confiance en moi, tu vois, tout simplement. Oui, puis tu t'es dit, en fait, je peux agir, j'ai le droit aussi. Oui, voilà, ça. Tu vois, que t'es maîtresse de la situation. Voilà. Tu subis pas, quoi, tu vois. Je pense, je sais pas, ça a été beaucoup, mes études supérieures aussi où je me suis épanouie dans ce que je faisais. Tu t'es construite, quoi. Voilà, et puis j'ai rencontré des super amis. Ça compte beaucoup, en vrai, c'est un point, je pense. Moi, mes amitiés, ça compte énormément pour moi. Pareil. Et c'est les gens qui resteront toujours là pour vous. Enfin, tu vois, genre... Donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée aussi. Et donc, ce 2 cocktails réunis, juste quand t'as un entourage sain, juste tu peux que être bien. Enfin, l'entourage, à quel si point pas ça, c'est précieux l'entourage quand vous avez besoin de vous construire. Parce que on soupçonne pas en fait les personnes qu'on entoure autour de nous, comment elles peuvent être bénéfiques pour nous. Ouais. Parce que tu parles du coup des amitiés qu'on a rencontrées à l'école, les amitiés qui t'ont aidé. Mais ça, c'est vrai que moi, je me rends bien compte que les personnes qu'on a autour de soi, ça va être un vrai plus pour... En fait, le truc, c'est que pour moi, les relations toxiques, quand tu tombes dedans, c'est que ça veut dire que t'as pas l'entourage autour qui te fait allô, genre lumière rouge, et que du coup, tu tombes dedans parce que t'as personne à qui te raccrocher aussi derrière. Et moi, par exemple, quand j'ai rompu avec mon ex, ma famille m'a beaucoup aidée à me relever. Et tu vois, là, la deuxième séparation, c'est mes amis qui m'ont beaucoup aidée à aller mieux, tu vois, enfin, là, ces dernières années. Donc si t'as pas... C'est normal de dépendre d'autres gens, tu vois ce que je veux dire, pour t'aider à te relever, pour... Demander de l'aide, c'est important. On peut pas gérer tout seul ces choses-là. Tu peux pas. Et pour moi, c'est là où si t'es tout seul, c'est là où tu vas tomber dans des relations toxiques parce que personne va te dire d'arrêter. Être bien avec soi-même, le temps, donc le fait de vieillir aussi, vraiment, parce que les choses évoluent, tu vois, même dans la famille. Enfin, moi, j'ai vécu mon premier deuil cette année. Ça fait beaucoup, tu vois, réfléchir. Et la patience, enfin, avec soi-même, tu vois. Et je pense que c'est ça. Après, je suis grave pas la voix de la sagesse, mais je reviens de loin. On n'est pas psychologue, on donne juste nos expériences et nos témoignages. Merci beaucoup Maëva pour cette vidéo. C'était intense, on a beaucoup parlé. J'ai tout fini presque, il était trop bon. Tout le matcha. C'était trop chouette cet épisode avec toi. On espère qu'on vous a donné pas mal de clés sur un petit peu c'est grave utile les témoignages comme ça. Comment gérer vos types d'attachement et comment un petit peu peut-être retrouver confiance en vous aussi. Il y aura un épisode dédié à la confiance en soi de manière vraiment générale. Là, ça sera pas que sur les relations. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode va vous plaire. Et si vous voulez d'autres épisodes sur les relations amoureuses, amicales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Surtout, ça démarre, donc on se voilà. Et si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. On dit merci à Maëva. Des petits applaudissements. Plein de bisous.